Hey, salut tout le monde, c'est Gus, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué vu que j'avais pris du retard dans mes vlogs. Mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux à suivre mon aventure au Japon, ça m'a fait très plaisir. Et ça m'a fait encore plus plaisir d'avoir pu aider certains à organiser eux-mêmes leur propre voyage. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'à chaque fois, dans chaque vidéo, je mets dans la description en fait toutes les adresses et les sites des endroits en fait où je vais. Donc n'hésitez pas à chaque fois à aller voir, ça pourra vraiment vous aider. Désolée d'avoir pris tant de retard pour faire la FAQ, j'ai vraiment pas eu le temps avant et des problèmes techniques plus que je ne le souhaiterais. Mais ça y est, elle arrive enfin, la voilà. Ça va prendre du temps, je suis désolée, mais je vais essayer de faire vite. Donc c'est parti. Ariane Delanoë qui demande: est-ce que tu es partie seule au Japon? Oui, je suis partie toute seule. Est-ce que tu travailles sur place? Oui, j'ai travaillé juste pendant 20 jours, 10 jours en février, 10 jours en juin. Avant de partir au Japon, je bossais pour une maison de mode, donc quand ils sont venus à Tokyo à ces deux occasions pour la Fashion Week, j'ai travaillé pour eux en fait pour les aider. Ça m'a permis de me faire des sous et de retrouver mes anciens collègues. Voilà. Et vu que tu voyages beaucoup sur le territoire, où est-ce que tu loges? Alors, je séjournais, alors au tout début j'étais dans une famille d'accueil, ensuite j'ai loué une chambre dans une share house à Tokyo, mais à chaque fois que je bougeais, je logeais principalement dans des auberges de jeunesse parce que c'est ce qui est le moins cher. Kamasoro, combien coûte le trajet en avion? Entre 6 et 700 €. Les prérequis pour obtenir le visa touriste. Il n'y a pas besoin de visa en fait quand vous y allez en tant que touriste, vous pouvez juste avec votre passeport séjourner pendant 3 mois au Japon. Les goodies sont moins chers et la taxe. Alors il n'y a pas de taxe sur les goodies ou avec la douane ou quoi que ce soit. La TVA au Japon elle est de 8% pour absolument tout, c'est la même pour tout. Les goodies sont moins chers que ce qu'on peut trouver ici parce qu'il n'y a pas les frais de port à payer. Mais ça reste quand même assez cher, surtout quand on voit la quantité qu'ils vendent, c'est un peu abusé je trouve. Mais oui effectivement c'est un peu moins cher. Précaution médicale, vaccin particulier. Il n'y a pas besoin de vaccin pour aller au Japon, ni de quelconque précaution, sauf si vous comptez séjourner plus de 2 semaines dans les régions d'Okinawa, vraiment dans le sud du Japon. Vous devez faire un vaccin contre l'encéphalite japonaise. C'est un moustique en fait qui se trouve principalement là-bas. Et en fait, s'il vous pique, je connais plus le nom, enfin c'est l'encéphalite japonaise sûrement, mais c'est une maladie en fait qui est quand même très grave, qui peut même être mortelle. Donc voilà, si vous séjournez que quelques jours, vous n'avez pas besoin de la faire. Mais par contre, si vous séjournez plus longtemps, effectivement, là il faudra faire le vaccin. À savoir que le vaccin coûte 135 € et qu'il faut faire un rappel un mois après qui coûte autant. Vu que l'anglais n'est pas si répandu, quelles sont les phrases types à connaître? Alors, pour cette FAQ ce sera un peu chaud parce que ça va déjà durer trop longtemps. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai une vidéo avec vraiment toutes les petites phrases simples à retenir qui pourront vous sauver les vies durant tout votre voyage. Et enfin, comment intégrer les Yakuza? Je ne sais pas si les étrangers peuvent rejoindre les Yakuza, mais je sais que la mafia chinoise a tendance à un peu trop faire chier les Yakuza sur leur propre territoire. Donc peut-être que si vous délivrez des informations de la mafia chinoise aux Yakuza, ils seront contents. Voilà. Ensuite, Mademoiselle Ranchon. J'ai regardé certains de tes vlogs et j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, je suis contente. Petite question, comment et quand as-tu appris le japonais? Est-ce que c'était dur? En soi le japonais c'est pas spécialement dur, ce qui est difficile en fait c'est l'apprentissage des kanji, donc les caractères chinois qui ressemblent à ça, très chiant. Mais en soi c'est une langue assez simple, il y a très peu de conjugaison, il n'y a pas de singulier pluriel, il n'y a pas de féminin masculin, il n'y a pas de futur. Voilà, il y a quelques formules à apprendre, mais après c'est assez simple. Au niveau du vocabulaire, c'est très limité aussi par rapport à la langue française. Donc voilà, en soi, c'est pas très compliqué. Comment est-ce que j'ai appris? J'ai appris grâce à la mairie de Paris, parce qu'ils font des cours à 160 € l'année par des profs japonais. On apprend avec Minna no Nihongo, qui est un des livres les plus connus et les plus efficaces pour apprendre le japonais. J'en ai fait pendant 2 ans, c'était 2 heures par semaine à chaque fois, et c'était vraiment bien. À savoir que ces profs-là sont certifiés, ils font aussi des cours dans les écoles privées japonaises qui elles coûtent par contre 3000 €. Voilà pourquoi je suis passée par la mairie de Paris. Le problème c'est que la mairie de Paris, même si c'est très bien, il y a très peu de place. Et moi j'ai eu la chance d'être prise du premier coup, mais il y en a dans ma classe, ça faisait déjà 3 ans qu'ils demandaient.
et les jeunes ne sont pas forcément prioritaires. Il y a beaucoup de gens qui apprennent pour le boulot ou des gens d'un certain âge qui apprennent parce que leur fils ou leur fille s'est marié avec un japonais ou une japonaise. Donc voilà, peut-être que, enfin c'est le cas à Paris, pour n'importe quelle langue et d'autres apprentissages aussi, mais peut-être que d'autres grandes villes le font aussi, il faudrait vous renseigner en fait. Ensuite, Florian Laquet. Salut, moi c'est avec les adresses que je me pose la question, j'ai entendu dire que cela était par ordre de construction, dans ce cas comment tu fais pour te retrouver? Alors effectivement c'est un gros bordel, ça a pas vraiment, en fait c'est une logique jusqu'à un certain point et après c'est comme tu l'as dit par ordre de construction, donc c'est n'importe quoi. Évitez de demander à n'importe qui dans la rue, comme les japonais ne savent pas dire non, vous avez plus de chances de vous retrouver complètement à l'autre bout de là où vous vouliez aller. Vous pouvez toujours demander aux koban, ces petits postes de police qui est un peu n'importe où. Comme ils n'ont pas grand chose à faire, ils sont assez doués en fait pour se repérer. Mais en fait, si vous comprenez comment le système en fait d'adresse, comment fonctionne le système, vous pouvez arriver à vous y retrouver par rapport aux plans. Il y a des plans de quartier à certains endroits. Mais encore faut-il savoir le lire parce que quand on le voit ça paraît être un plan simple, mais quand on ne sait pas comment fonctionne le système d'adresse ça devient juste un gros bordel. Donc voilà, une vidéo qui devrait sortir vraiment très bientôt, dans moins d'une semaine normalement, mais suivez-moi sur Twitter et comme ça vous serez tenu au courant vraiment des sorties des prochaines vidéos. Question suivante, Draconic Gest ou Gect, je sais pas. Moi je voudrais savoir le budget approximatif pour 2 semaines et comment as-tu trouvé leur manière de vivre? Alors la manière de vivre des japonais, elle est plutôt tranquille en fait, assez simple, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Pour le budget approximatif, en fait vous êtes nombreux à poser cette question mais c'est une question qui est quand même très personnelle. Toi qui veux partir 2 semaines, tu veux peut-être rester que à Tokyo et avoir préféré rester par exemple dans un hôtel. Un autre veut rester 6 mois mais bouger un peu partout et se contenter du strict minimum niveau confort. C'est vraiment très personnel. Poser que comme ça, je peux pas vraiment répondre à la question. Donc si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur YouTube, sur Twitter ou même Instagram. Je vous réponds toujours. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais toujours faire une vidéo pour vous dire à peu près les tranches de prix qu'il peut y avoir pour les auberges de jeunesse, les hôtels, les ryokan, pour la nourriture aussi, les restaurants, les transports et tout ça. Voilà, dites-moi juste. Jipon, as-tu une méthode pour apprendre le japonais ou as-tu des chanteurs et des musiciens préférés au Japon? Méthode pour apprendre le japonais? Vraiment. En fait moi j'ai commencé à apprendre en regardant des animes, j'ai retenu pas mal comme ça. Le problème c'est que moi je regardais beaucoup de seinen et shonen. Et c'est-à-dire qu'en fait du coup je retenais le vocabulaire, les façons de parler de garçons, et alors qu'elle est complètement différente de celle des filles. Les japonaises et les japonais ne parlent pas du tout pareil, chose que je ne savais pas avant. Et donc du coup quand j'ai commencé à parler avec le vocabulaire que je connaissais, les japonais se foutaient de ma gueule. Donc voilà, mais ça permet quand même vachement d'apprendre le vocabulaire un peu quotidien en fait. Et assez jeune en fait, donc ça c'est pratique. Après, si vous savez lire les hiragana et les katakana, je vous conseille de lire des mangas comme Doraemon, qui sont des mangas vraiment pour les enfants où il y a très peu de kanji. Donc non seulement ça vous entraîne en fait à lire assez vite les hiragana et les katakana, mais ça vous donne aussi pas mal de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on a noté? Ah oui, chanteurs et musiciens préférés au Japon. Ça fait longtemps que j'écoute plus de musique japonaise, mais une période j'écoutais énormément du J-Rock, principalement Overworld, Abingdon Boys Schools, Miyavi, et plus récemment il y a un groupe que j'adore qui s'appelle, je me souviens plus comment, c'est ceux qui font les génériques d'intro de Kuroko no Basuke, voilà. Après, Kaimie, tout d'abord je voulais te dire que j'adore ta chaîne, tu me fais vraiment encore plus aimer le Japon. Ah merci, c'est trop mignon. Voilà, je suis au pair en Angleterre actuellement et je me demandais si tu pensais que ça pouvait être possible de faire au pair au Japon. On m'a dit que c'était compliqué parce que c'est pas la même éducation. Alors effectivement, déjà il y a très peu de familles d'accueil parce que c'est pas trop dans leur culture, mais en plus l'éducation des enfants est vraiment complètement différente. Je n'ai jamais entendu parler de quiconque faisant fille ou garçon au pair au Japon. Donc effectivement à mon avis ça va être très difficile à trouver.
Après, il doit sûrement exister des familles assez ouvertes aux étrangers à qui ça plairait. Hein. Ensuite, Roversami 25, ça fait plaisir de te voir. Je voudrais savoir si tu as vraiment ressenti le fait d'être une étrangère, car j'ai toujours entendu que les Japonais et les étrangers c'était pas l'amour fou. Par exemple, si tu avais eu des difficultés à faire certaines choses car tu es étrangère. Je voudrais aussi savoir si la langue est vraiment une barrière ou si juste en parlant en anglais correct on peut trouver un colloque, se débrouiller pour être compris. Alors je vais commencer par la dernière question. En fait, les Japonais considéraient qu'ils n'ont jamais appris l'anglais de leur vie. Parce que même s'ils l'apprennent à l'école, c'est clairement le ressenti que j'ai eu. C'est abusé. En revanche, sachez que énormément de vocabulaire vient de l'anglais. Donc, vous ne pouvez pas parler anglais avec un japonais, considérez plutôt comme ça, et eux, ça leur fait toujours plaisir que vous parlez japonais. Mais vous pouvez utiliser vos connaissances en anglais pour parler japonais. C'est-à-dire que moi par exemple je ne savais pas dire comment dire plongée, la plongée sous-marine en japonais. J'ai essayé le mot anglais avec l'accent japonais, ce qui donne diving, et bingo. Il y a énormément de mots comme ça, par exemple un verre c'est glace, une table teburu, cigarette c'est tabaco, enfin il y a énormément de mots comme ça, donc une fois sur deux ça marche, vous pouvez essayer, voilà. Pour l'autre question, ça m'est rarement arrivé durant tout mon séjour, on va dire que c'est quand même rarement arrivé, mais j'ai déjà été victime de racisme au Japon. Je vous en parlerai prochainement un peu plus précisément dans une autre vidéo, mais oui, ça m'est arrivé. Après, il faut savoir que en tant qu'étranger, on a de la chance parce qu'on est français et les Japonais idéalisent autant la France que nous, on peut idéaliser le Japon. Donc dans ce sens-là, c'était assez rigolo en fait. Les Japonais étaient assez contents en fait d'avoir affaire à une Française. Et en plus mon prénom est Amélie et les Japonais vouent limite un culte au film Amélie Poulain. Donc là c'était l'extase limite quand ils savaient mon prénom, ils étaient genre des paillettes dans les yeux. Enfin, c'était assez marrant. Donc voilà. Après, est-ce que c'était difficile ? Des exclusions qui n'ont pas vraiment porté préjudice, mais là où c'était vraiment chiant en fait de façon générale, c'est par rapport au tatouage. C'est-à-dire que même s'il y en a, il y a des Japonais, ça leur pose plus aucun souci, ils sont suffisamment ouverts d'esprit pour ça, mais ça reste quand même une minorité. Et du coup il y a énormément d'endroits où on m'a refusé parce que ça leur rappelle les Yakuza, sauf qu'à force de l'avoir vu et entendu, j'avais juste l'impression que c'est l'excuse pour pas avoir à s'adapter aux étrangers tout simplement, à refuser limite légalement des étrangers. Parce que quand on nous sort l'excuse du Yakuza et qu'on voit une petite blonde avec un petit cœur sur la cheville, comment on peut faire le rapprochement? C'est une étrangère, c'est un Yakuza, rien que de physique sans parler du tatouage, ça se voit à moins d'être aveugle. Les tatouages sont complètement différents. Enfin, c'est comme si on refusait les gens qui ont une moustache parce que Hitler en avait une. Je trouve que c'est de la mauvaise foi, mais voilà. Ça a été chiant plusieurs fois. Ensuite, Rose Sekila, salut, je voudrais savoir comment tu fais pour savoir où il faut aller, où tu es. Où je suis, bah je suis où je vais. Mais pour savoir où j'allais, je me faisais pas mal de recherches dans un bouquin que j'avais acheté à la FNAC, celui-ci je vais vous montrer, qui est assez complet parce que ça touche vraiment tout le Japon. Malheureusement, forcément ça ne peut pas s'attarder sur des endroits qui sont super sympas et auxquels on ne pense pas forcément. Et pour trouver ce genre d'endroit, en fait, j'allais pas mal sur internet, sur des sites anglo-saxons plus précisément. Je vous mettrai quelques adresses si ça peut vous aider. Ensuite, encore Kamosoro. Pourquoi le Japon? Le Japon parce que ça fait 20 ans que je suis fan de jeux vidéo. Et donc du coup forcément j'ai rapidement fait le lien avec le Japon. Arrivé au collège, j'ai découvert les mangas, après les animes, et quand j'adore un truc, je m'intéresse à sa culture et tout ça, donc forcément je me suis intéressée à l'histoire du Japon, j'ai lu pas mal de sujets là-dessus, la cuisine, j'avais pris des cours pour faire des makis, pour apprendre à faire des makis et des sushis. J'ai fait du kendo pendant 2 ans, enfin pas mal de choses, j'ai vu des pièces de kabuki à Paris, enfin voilà, énormément de trucs. Donc ça me semblait normal en fait de partir au Japon. À la base je voulais partir au moins 1 mois parce que c'est loin, j'avais quand même depuis le temps une tonne de projets, de choses que je voulais faire là-bas, je voulais pouvoir profiter.
mais de par mon métier de comptable, c'était pas possible de prendre vraiment genre plus de 2 ou voire 3 semaines de vacances. Donc c'était assez compliqué. Donc quand mon contrat avec mon ancienne boîte s'est terminé, ça faisait très longtemps que j'économisais, je me suis dit bah vas-y, c'est le bon moment, donc autant partir pour un. Voilà. Quels préjugés se sont effondrés au cours de ton séjour? Je pensais que c'était le peuple le plus poli du monde et en fait pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même notion de la politesse. Donc ils vont faire des trucs qui peuvent paraître très polis, comme il y a des trucs qui sont complètement mal polis, mais des fois limite ça m'a choqué. C'est quel genre de comportement. Et inversement en fait. Donc il y a ça qui est tombé comme préjugé. Après l'autre aussi, c'est où je pensais que c'était un pays qui était vraiment high-tech au quotidien, vraiment à la pointe de la technologie et tout ça, et en fait pas du tout, ils vivent même carrément dans le passé. Leur site internet, ils sont tellement vieux, tellement mal faits qu'on dirait qu'ils datent de la création d'internet. Pour être des Skyblocks, limite Skyblock c'est mieux fait. Ils utilisent très peu les adresses email, c'est beaucoup les fax par courrier, donc c'est assez compliqué au quotidien. Enfin il y a pas mal de trucs comme ça où c'est vraiment à l'ancienne et ça m'a très surpris. Et troisième question, et à l'inverse, est-ce que ça a changé ta vision de la France? Bah ouais carrément. En fait je me suis rendu compte qu'on était un pays qui était quand même vachement ouvert sur l'épanouissement personnel, que ce soit au niveau de l'art, de la culture et tout ça. On a énormément de super beaux musées, d'expositions, de concerts, de moyens en fait pour faire du sport au quotidien, apprendre de la musique, ce genre de choses qu'on ne retrouve pas du tout au Japon. J'ai fait plusieurs musées pendant un an et il n'y en a aucun qui valait le coup franchement. Sans parler du fait que c'était pas vraiment traduit en anglais, ça n'avait rien d'extraordinaire. Des expositions très peu, ça coûte très cher. En France, on a énormément de systèmes d'abonnement ou de réduction pour les jeunes, pour les chômeurs, enfin pour les étudiants, ce genre de choses qui n'existent pas au Japon. Donc, en plus, déjà que ça coûte cher de base, mais là, du coup, c'est encore plus contraignant. Et surtout qu'on a énormément de lois et d'aides pour tout ce qui est la santé, la protection et tout ça, qui n'existent carrément pas en fait au Japon. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ça, ouais, tout ce qui est, je pensais que c'était un pays qui était vachement sain, axé sur le bio et tout ça, et en fait pas du tout. Je crois que j'ai jamais aussi peu mangé de fruits et de légumes de ma vie qu'au Japon, sans compter le fait que ça coûtait très cher, il y avait très peu de variétés, et c'était pas forcément des fruits et légumes excellents. Donc voilà, et les produits de beauté ou tout ça, peu importe, c'est pas spécialement sain non plus. J'ai vu des boulangeries garanties en collagène, voilà, des trucs comme ça. Enfin, pour eux, j'avais l'impression en fait vraiment que plus il y a de produits chimiques pour faire perdurer la jeunesse ou des trucs comme ça, mieux c'est en fait, voilà. Donc pour ça, je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même vachement plus, pour tous ces côtés en fait, que la France était finalement beaucoup mieux que ce que je pensais en fait. Diana Copin, je pars au Japon pendant 1 an et demi, j'aimerais savoir comment organiser la location de mon appartement avec un visa étudiant renouvelable, en sachant que j'ai un chien, donc un appart avec une mention pet ok. J'espère que ton agent pourra répondre. Alors, finalement contre-temps, on n'a pas pu faire la vidéo avec le monsieur de l'agence de Share House. En plus il y avait très peu de questions finalement sur ça. Mais je vais quand même pouvoir répondre à ta question. Sache déjà qu'en tant qu'étudiante, ton université au Japon aura peut-être des logements à te proposer, donc renseigne-toi auprès de ton université en France, elle pourra sûrement te dire. Deuxième point, il faut savoir que louer un appartement au Japon, c'est quasiment mission impossible quand on est étranger. Premièrement parce que on est obligé d'avoir un garant japonais pur sang. Parce que même si vous connaissez un Français par exemple ou n'importe quel autre étranger qui vit depuis 20 ans au Japon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit vraiment un vrai japonais. Deuxième chose à savoir, ça coûte très cher. Les logements sont plus chers qu'à Paris et quand on loue un appartement, il faut prévoir d'avoir à payer 3-4 mois de loyer que vous allez offrir en fait au propriétaire pour le remercier de vous louer son appartement. Donc moi j'appelle ça du vol, après c'est dans leur culture, voilà, mais bon. Du coup c'est un coût quand même qui est loin d'être négligeable. Par contre il existe
des agences comme Sharehouse, il y en a une autre je crois, je vous mettrai le nom, qui permettent de louer des appartements aux étrangers. Le problème c'est qu'il y en a très peu, donc encore moins avec la mention Pet OK, parce que malheureusement il y a beaucoup de résidences au Japon qui refusent les animaux de compagnie. Et en fait comme il n'y en a pas beaucoup, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Makushimo Boye, quel est ton niveau de japonais? Alors, quand je suis arrivée au Japon, j'ai suivi encore des cours de japonais pendant 2 mois et demi dans une école donc, pour étrangers via l'organisme EACL, que j'ai beaucoup aimé, je vous mets le lien là. On a eu un test JLPT, c'était celui de l'année d'avant je crois. J'ai passé celui de niveau 4 que j'ai eu haut la main, on m'a dit que je pouvais largement avoir celui de niveau 3, donc voilà, mon niveau est par là. Ensuite, Maki Nishikino. Beaucoup de questions. Alors, que doit-on faire pour être accueilli dans une famille d'accueil? C'est dur à trouver. Alors oui, il y a très peu de familles d'accueil comme je l'ai dit. Comment doit-on faire pour être accueilli? En fait, tu vas sur un site internet où ils sont référencés, tu choisis celle qui te convient à peu près, tu envoies un mail ou n'importe quoi, eux ils vont te poser des questions sur ta personne, tes goûts et tout ça. Et si ça match, bah tant mieux, si ça match pas, il faut en trouver une autre, voilà. Accepte-t-il les mineurs? Au Japon, je ne sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà fait j'ai déjà été dans une famille d'accueil, bon, c'était en Angleterre, mais quand j'étais mineure, donc je pense qu'au Japon ça doit être pareil, je pense qu'ils acceptent aussi. Ça coûte cher globalement la vie au Japon? Oui, ça coûte très cher. L'avantage si vous êtes étranger, enfin touriste plutôt, c'est que vous avez le droit au Japan Air Pass, donc déjà ça vous réduit énormément les coûts de transport si vous comptez bouger. Après, quand on est un touriste et quand on vit au Japon, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Mais oui, de façon générale, pour absolument tout, sauf les restaurants et les mangas, mais vraiment que les mangas, parce que les goodies c'était très cher, le Japon coûte quand même très cher. C'est dur de changer ses habitudes avec celles des Japonais. Bah pas tant que ça en fait. C'est vrai qu'il y a tellement peu finalement d'étrangers, même de touristes au Japon. Je vois l'hiver par exemple, il est arrivé que je sorte toute la semaine et pendant une semaine il m'est arrivé de croiser aucun autre étranger quoi. Donc en fait je pense qu'inconsciemment on fait tout pour paraître invisible on va dire, même si forcément ça marche pas parce qu'on se fait toujours remarquer dans la rue, forcément. Mais après non, franchement non, pas tant que ça. Moi ça m'a pas causé plus de problèmes que ça. Comment fait-on pour avoir un visa vacances? Bon, visa vacances comme j'ai dit, on n'a pas besoin. Visa vacances travail, ça peut être long parce qu'ils sont très exigeants, très pointilleux, ils calculent tout au centime près, je n'exagère pas. Je ferai une vidéo là-dessus aussi pour vous expliquer quelles sont les conditions pour avoir un visa Working Holiday et tous les petits conseils que j'aurais aimé connaître quand moi j'ai fait mon dossier parce que il y a plein de choses dont on ne parle jamais. J'avais beau faire énormément de recherches, j'ai jamais trouvé sur internet, dont en fait dont on a besoin pour faire son dossier, donc voilà, je vais vous préparer ça. Le plus important de toutes mes questions, penses-tu que les personnes jeunes comme moi, 14 ans, pourront se débrouiller et partir seules? Car mes parents ne veulent absolument pas m'accompagner. Non. Désolée mais non. D'ailleurs je pense pas que tu puisses partir comme ça toute seule à cet âge-là, ça va être très très compliqué. Sache déjà que si tu es mineur, tu ne peux pas aller dans une auberge de jeunesse. Donc déjà au niveau du logement, tu vas encore plus payer. Comme tu as 14 ans, ça veut dire que tu n'as pas la sécurité financière et les moyens de paiement financier que tu peux avoir quand tu es majeur. Et au niveau de la sécurité, pour beaucoup de choses, ça me semble impossible. Philippe Karatema, quel problème as-tu avec ta famille d'accueil si ce n'est pas trop indiscret? Sinon l'accueil en général, les Japonais la vie de tous les jours. Ça j'ai déjà dit, très cool. Problème d'accueil avec ma famille d'accueil, en fait, comme j'ai dit c'est très difficile à trouver. J'ai réussi à en trouver une malgré qu'elle soit très chère, c'est-à-dire que je payais 90 000 yens par mois, donc ça fait à peu près plus de 750 €, qui était située pas très loin de la tour de la Skytree, donc cette grande tour là. Les problèmes que j'ai eu en fait, c'était un couple de retraités qui ne faisait ça que pour l'argent. Sur le site internet, ils disaient qu'ils faisaient énormément de choses avec leurs invités pour leur montrer, en fait, leur faire partager au quotidien la culture japonaise, les faire voyager, les emmener ici et là et tout ça.
et on n'a jamais rien fait malgré le nombre de fois que j'ai demandé. L'appartement, enfin la maison était dans un état pitoyable, c'était dégueulasse, mais vraiment sale. J'ai vu des photos, le truc c'est qu'au Japon, tout ce qui est les appartements un peu neufs, cosy, modernes et tout ça, ça n'existe pas. Ils vivent vraiment dans des vieilles maisons, donc je m'étais pas trop fiée aux photos en fait quand j'ai choisi la famille. Mais en fait c'était vraiment sale et la nourriture était dégueulasse. Je n'ai jamais mangé autant d'huile de ma vie et pourtant j'ai de la famille espagnole. C'était une catastrophe. Régulièrement, ils faisaient l'erreur d'accepter que des gens viennent loger chez eux alors qu'ils n'avaient plus de place. Donc ils n'hésitaient pas dans ces moments-là à demander à leurs invités les plus vieux à dormir sur le canapé. Moi une fois j'ai dû laisser ma chambre pendant 4 jours. Bon, sur le coup ça m'a un peu énervé mais j'en ai profité pour aller aux Alpes japonaises qui était génial. Sauf que quand je suis revenue, il y avait des poils de cul dans mon lit, dans la salle de bain, partout. J'ai halluciné. Et quand j'ai fait la réflexion, j'aurais dit qu'il fallait tout de suite qu'ils me changent les draps et tout ça, ils m'ont dit « Ah mais non mais on n'y peut rien, c'est ceux du locataire d'avant. » Mais je m'en fous à qui ils sont ces poils de cul, sans déconner quoi. Moi je veux juste que ma chambre soit propre quoi, abusé. Donc ça m'a tellement choquée. Du coup j'ai acheté des draps, enfin tout, toute la literie. L'hiver il faisait tellement froid, on avait un tout petit chauffage d'appoint pour tout un appartement, c'était insupportable. Et quand j'ai fait la réflexion que c'était pas vivable quoi, limite je dormais avec ma doudoune quoi, ils m'ont fait la réflexion qu'on n'était pas dans un hôtel. À côté de ça, ma colocatrice suisse pardon, elle s'en prenait plein la gueule, je sais pas ce qu'ils avaient contre elle alors qu'elle était super sympa, je sais pas. Mais enfin c'était insupportable la façon dont tu lui parlais, bref, je l'ai accompagnée carrément au poste de police mais il pouvait rien faire parce qu'on n'avait pas de contrat avec cette famille, rien de signé ni rien. Donc du coup ils pouvaient rien faire mais ils ont été choqués d'apprendre qu'on lui a payé. Enfin bref. Donc voilà, un gros merdier mais phénoménal. Voilà, donc ma pire expérience ever. J'aurais jamais cru un jour avoir affaire à ce genre de famille, surtout au Japon, mais voilà, sachez que ça existe. Je vous mets d'ailleurs leur nom et le site où je les ai vus, comme ça si vous les voyez, n'y allez pas, surtout n'y allez pas. Ensuite, encore, comment as-tu vécu cette année en tant que gameuse? Très mal. Très mal parce que en fait j'ai laissé ma PS4 ici. Bon déjà parce que j'avais peur de l'abîmer dans ma valise, c'était ma hantise. Et la deuxième raison c'est parce que je me suis dit que comme on était au Japon, eh ben, j'allais pouvoir m'acheter une PS4 moins chère en édition limitée. Finalement non seulement c'était beaucoup plus cher mais en plus il n'y avait pratiquement pas d'édition limitée. Donc voilà. Et je me suis surtout rendu compte en fait le Japon c'est le pays du jeu rétro. Et dans tout ce qui est les jeux actuels, par Final Fantasy, laissez tomber quoi, c'est nul. Y'a rien, les jeux coûtent beaucoup plus cher qu'en Europe ou aux États-Unis. Voilà, même je suis allée au Tokyo Game Show, Nintendo était même pas là, la blague. Ensuite, sans sushi Nina, quel a été ton plus gros challenge au Japon? L'administration, c'est compliqué. L'administration française, j'en suis toujours plein, mais l'administration au Japon est encore pire. Encore pire. Quelles sont les fausses idées qu'on se fait du Japon? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel a été ton meilleur souvenir? En fait, j'ai pas de meilleurs souvenirs ou de pires souvenirs. Mais je pense que les meilleurs moments que j'ai passés au Japon, c'est quand j'étais à Hokkaido. Parce que c'était tellement magnifique. J'ai vraiment vécu à 100% tout ce que j'ai pu faire là-bas. C'était waouh, c'était vraiment génial. Après je crois que tu demandes aussi les pires souvenirs. Franchement je sais pas. Bah enfin si, les pires souvenirs c'était voilà avec la famille d'accueil. Pourrais-tu vivre définitivement dans ce pays? Alors même si j'adore le Japon, je ne pourrais pas vivre là-bas parce que c'est une société trop stricte et trop froide pour moi en fait. Il n'y a pas tous les plaisirs quotidiens qu'on peut retrouver en France, ne serait-ce que dans le partage. Avec les bons moments qu'on peut passer avec sa famille, avec ses amis. Ils n'ont pas la culture de l'apéro, ils n'ont pas la culture de prendre le temps de manger pour pouvoir discuter avec ses proches. Ils n'ont pas le plaisir, enfin tous les petits plaisirs dont j'ai parlé par rapport à l'art, la culture, le sport, le cinéma. Enfin il y a énormément, je trouve que
La France est quand même vachement plus axée sur la joie de vivre qu'au Japon en fait. Je trouve que le Japon c'est quand même une société un peu trop stérile et le fait qu'on ne puisse jamais avoir de conversation profonde aussi avec les Japonais, c'est chiant en fait. C'est que des faux semblants et ça c'est un peu lourd. Et dernière question, quel est ton manga préféré? J'en ai lu tellement, mais je pense que mon préféré c'est Fullmetal Alchemist. Ouais. Alors, ensuite, Meki Nishikino qui demande par quel moyen nous pouvons contacter nos proches par internet et comment fait-on pour ce qui est forfait téléphonique. Le meilleur moyen justement c'est d'utiliser internet. Pour cela, ne comptez pas sur le wifi que vous pouvez éventuellement avoir gratuitement dans la rue, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment une carte SIM. Comme je vous le disais tout à l'heure en fait, elles ne sont pas si high-tech que ça puisque les Japonais utilisent 2 cartes SIM, il y en a une pour internet qu'ils utilisent, donc ils ont du coup un smartphone de dernière génération de préférence pour cette carte SIM et après un petit téléphone à clapper à l'ancienne pour pouvoir appeler. Moi j'avais pas besoin d'appeler donc j'utilisais l'opérateur B-Mobile qui est un opérateur assez récent mais super bien, enfin moi j'ai été très contente, vraiment pas cher pour le coup par contre, pour une fois je dis que c'est pas cher. Donc voilà, pour pouvoir utiliser internet, envoyer des WhatsApp et tout ça. Par contre, je crois qu'ils font quand même des SIM cards pour les touristes. On va vérifier, mais je crois qu'il y en a. Ensuite, Kylian, j'aimerais savoir c'est quoi le truc le plus dur à trouver au Japon? Travail, maison, forfait téléphonique. Merci, continue tes vidéos. Merci à toi. Le plus dur, c'est le forfait. En fait, c'est tout. En fait le forfait téléphonique non plus maintenant parce que je vous ai donné, je viens de vous conseiller B-Mobile. Pour les logements ouais c'est assez compliqué parce qu'en fait finalement il n'y a pas tant de logements que ça non plus. Le travail aussi c'est très compliqué parce que si vous ne parlez pas anglais japonais vous êtes assez limité. Il y a aussi le problème du compte bancaire parce que il y a énormément d'endroits, si vous voulez travailler il vous faut un livret bancaire, un certain livret bancaire qui n'est pas distribué par toutes les banques. Le problème c'est qu'il y a très peu de banques qui sont ouvertes aux étrangers, preuve de l'ouverture du pays face aux étrangers. Et une des rares banques qui est ouverte aux étrangers et qui propose ce livret, c'est la banque postale japonaise. Mais la banque postale japonaise, une fois que vous ouvrez un compte chez eux, vous ne pouvez pas recevoir ou faire de virement pendant les 6 premiers mois. Donc bon, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, donc déjà il y a ce point là. En général, enfin tous les gens que je connais, soit ils sont profs dans des écoles, soit ils donnent des cours à droite à gauche, comme ça se fait souvent, ou alors ils sont genre serveurs en fait. Par contre il faut faire attention parce que suivant votre visa, mon visa étudiant, vous ne pouvez pas faire serveur dans des établissements qui bossent la nuit. Voilà, des trucs comme ça. C'est assez limité. Mais voilà. Par contre, si vous parlez japonais couramment et qu'en plus vous parlez une voire 2 langues en plus, là c'est jackpot pour vous, vous pouvez largement trouver du boulot en fait, c'est porte ouverte quoi. Ensuite, DDR222, Feu Live. Salut, je voudrais savoir c'est quoi la nourriture à vraiment éviter, ce qu'il faut absolument manger. Vraiment éviter, je ne sais pas, ça dépend de si t'es courageux ou pas. Moi niveau nourriture je ne suis pas trop. Après ce qu'il faut absolument manger au Japon, tous les trucs typiques. Déjà ne serait-ce que les trucs qu'on trouve en France, ramen, sushi, rien que pour voir à quel point le goût n'est pas du tout le même, à quel point c'est super bon au Japon, faut goûter ça. Après tous les petits trucs typiques quoi, les dango, les mochi, les onigiri, enfin il y a tellement de trucs, tout ce que tu peux voir en fait, faut tout goûter, goûter tout. Après, Gaëtan, salut, tout d'abord merci pour tes vlogs, ils sont géniaux et très pratiques, contente que ça te plaise. Nous partons au Japon en septembre, nanana, nous sommes détendeurs du Japan Repass et aimerions faire une excursion d'une journée depuis Tokyo. Quelle serait la meilleure excursion à faire depuis Tokyo en une journée sans trop se presser? Bonne question. Moi je dirais Yokohama et Kamakura, qui sont 2 villes assez proches de Tokyo et qui sont super chouettes. Il y a aussi Nikko, mais si vous voulez partir à Nikko, vous pouvez faire la ville sans trop vous presser, mais je vous recommande quand même, de toute façon dans tous les cas, de partir quand même assez tôt. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les transports se terminent tôt. Donc vaut mieux quand même, si vous voulez avoir le temps de profiter, partir quand même assez tôt.
Ensuite, Road to Freedom, travailles-tu? Donc ça j'ai répondu. Comment as-tu réussi à réunir l'argent pour passer un an là-bas? Quel âge as-tu? 27 ans. Comptes-tu rencontrer des abonnés au Japon? Bah pour l'instant non parce que je suis rentrée, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas pendant un prochain voyage. Dites-le moi en commentaire, on verra, on pourra toujours organiser ça. Comment as-tu réussi à réunir l'argent pour passer là-bas? Bah c'est très simple. J'ai économisé pendant 6 ans, plus de 6 ans même. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé l'été et l'argent que j'avais, bah, je le mettais dans mon compte épargne. Quand j'ai commencé à travailler, donc à 20 ans, je logeais chez mes parents. Donc même si je leur donnais de l'argent pour les aider, ça me permettait de mettre minimum 500 € par mois de côté. Parce que j'ai jamais été trop dépensière non plus, même si j'étais loin d'avoir un salaire de foufou. Bah en fait finalement ça va vite, hein. Surtout quand on a moins de 26 ans, la place de ciné c'est à 4 €, un resto bon tu peux en avoir pour on va dire 15 € max, sachant qu'on ne fait pas de resto tous les jours. Je me payais quoi, un jeu vidéo 60 € tous les mois, quelques mangas, voilà franchement ça allait vite quoi, j'ai jamais été fan de shopping non plus. Donc voilà, tous les mois pendant 6 ans, bah voilà, ça va vite en fait. Alison JP, salut, un fait indéniable du peuple japonais que ceux-ci en général méprisent les occidentaux. Sur le marché professionnel, c'est une situation qui a été vue à plusieurs reprises. Alors il faut savoir au niveau professionnel, c'est que on n'a pas du tout la même façon de travailler et les chefs, on va dire, les managers n'ont pas du tout les mêmes attentes de leurs employés en France qu'au Japon. En France, n'importe quel employé a plusieurs tâches, des responsabilités. Il a des responsabilités, même s'il est au bas niveau, il a des responsabilités. Il doit faire preuve d'initiative. Au Japon, ce n'est pas du tout le cas. En général, ils ont très peu de tâches, n'ont pas de responsabilité. C'est toujours le manager qui est responsable. Et ce qui est aussi un gros problème d'ailleurs, et dont j'ai moi-même souffert quand j'ai bossé là-bas, parce que les Japonais ne savent pas dire non, même si vous leur demandez « tu as bien compris », ils vont vous dire oui, même s'ils n'ont rien compris. Et donc du coup, ils vont s'agenouiller et s'excuser, alors qu'ils auraient pu tout simplement dire est-ce que tu peux répéter? Voilà. Ça éviterait que lui s'excuse et ça éviterait que le manager se fasse engueuler parce que il ne s'est pas assuré que la personne en dessous de lui avait bien compris la tâche. Ils ne font pas d'initiative non plus, ils ne prennent pas, je ne pense pas que ce soit dans leur culture. Donc forcément quand un employé qui est habitué à travailler différemment se retrouve à travailler au Japon, forcément les autres vont mal le voir ou mal le percevoir. Donc je peux le comprendre, voilà. C'est une différence de culture en fait finalement je pense. Après moi c'est clair que jamais je ne bosserai pour une boîte japonaise. Jamais. C'est trop strict, trop abrutissant en fait, j'ai l'impression dans leur boulot. Et je pensais qu'ils faisaient énormément d'heures supplémentaires, mais en fait c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de partir du bureau tant que leur chef n'est pas parti aussi. Comment perdre son temps. Et ils n'ont pas le droit de refuser aussi le soir si leur chef leur demande de rester pour boire pendant des heures, alors que lui il a juste envie de retrouver sa famille, bah il n'a pas le droit, il doit suivre aussi. Et d'ailleurs quand je bossais, il y a des collègues japonaises qui m'ont dit qu'il y a même certains chefs des fois qui emmenaient ses employés voir des musiques. Et du coup en fait, voilà, après ils sont pas obligés de passer à l'acte, mais en gros ils devaient accepter en fait les moindres demandes du chef, chose que je trouve inadmissible. Enfin, voilà, ouais. Rien que pour ça, moi c'est pas possible quoi. Puis de toute manière, il y a trop de différences par rapport aux femmes en fait. Les féministes n'allaient pas au Japon, vous allez péter un câble, mais pour pouvoir travailler là-bas. Donc voilà, en fait il y a énormément de facteurs qui font que c'est très difficile de travailler au Japon. Perle Salamiate, je viens de te découvrir, dadana. Quels sont les lieux que tu as préférés? Hokkaido, c'était trop beau. Quelles sont les choses les plus typiques japonaises à faire ou à voir au Japon? Bah vraiment les trucs les plus typiques en fait. Tous les trucs les plus clichés, il faut les faire parce que certes c'est cliché mais en fait c'est vraiment tout le charme du Japon et c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Une cérémonie du thé, une pièce de théâtre kabuki, même si ça coûte très très cher. Voir un combat de sumo, s'initier aux arts martiaux, essayer un kimono, enfin tous ces trucs classiques, faut les faire. Le koala, meilleure vlogueuse au Japon, continue. Merci beaucoup. Ensuite, on a arrivé à la fin, enfin. Spooky-chan, j'espère qu'il n'est pas trop tard, nanana.
Quelle est la meilleure période pour partir au Japon? Je pense que c'est le printemps et l'automne parce qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid et même au niveau de la beauté de la nature c'est les meilleurs moments en fait. Mais surtout évitez l'été au Japon parce que c'est une horreur, c'est insupportable. J'ai vécu 3 ans en Guyane, hein, c'est-à-dire dans l'Amazone, forêt vierge et tout ça, hein, humidité au maximum. Je n'ai jamais autant souffert de l'humidité là-bas qu'au Japon. Vraiment, c'est une catastrophe. Ensuite, Thibaut Shiro, Boahaha. J'aimerais savoir quel est le meilleur choix entre louer un appart ou hôtel et faire de la colocation comme tu fais actuellement pour passer environ un mois au Japon, sachant que je ne serai pas seule. Si tu n'es pas seule, je recommande plutôt de louer un petit appartement, ouais, plutôt que d'aller dans un hôtel qui peut être très cher, en général ça c'est cher, et puis les share house, juste pour un mois, et si vous êtes plusieurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dernière question de Kamosoro. La chaîne s'appelle Ghost Upon a Time et non Ghost au Japon, ça veut dire que d'autres vidéos sur d'autres séjours dans d'autres pays sont à prévoir. Oui, en fait quand j'ai créé ma chaîne, je m'étais dit que de toute façon je ferais aussi d'autres vidéos, et pas forcément qu'au Japon non plus, et pas forcément que des voyages. Donc oui, il y aura d'autres, à chaque fois que je partirai en vacances, que j'ai visité des trucs, je ferai des vidéos dessus. Et après je ferai des vidéos qui n'ont rien à voir avec les voyages, voilà, c'est aussi une vidéo pour faire plaisir. J'ai déjà plein d'idées de vidéos, donc voilà. Et dernière question de cette FAQ, Doha. Si tu pouvais rester plus longtemps, tu resterais combien de temps au Japon et que comptes-tu faire une fois en France? En tout cas tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. Une fois en France, bah chercher du boulot parce que le Japon m'a saigné de fou. Et si je pouvais rester plus longtemps, bah autant de temps qu'il me faudrait pour visiter vraiment tous les coins que j'ai envie de visiter. Je pense qu'un an ça va pas être à le refus. Mais un an si j'avais l'argent de vraiment faire que des voyages et pas faire à chaque fois des allers-retours Tokyo, installer Tokyo là, Tokyo là. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette FAQ vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram pour voir des photos inédites du Japon, sur Twitter pour savoir quand les vidéos sortiront parce que ça va être un peu aléatoire. Et on se dit à la prochaine. Tchuss! And be the boss of your